Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, bienvenue à vous. Merci de regarder votre magazine d'actualité politique en République démocratique du Congo avec Floride, avec un nouvel invité, évidemment. Il s'appelle Maître Idriss Ghislain Okende. Avec lui, nous allons revenir sur les principaux sujets d'actualité politique. Il est président et initiateur du mouvement politique Reprendre, un mouvement politique qui prône la réinvention du Congo. Maître Idriss, merci d'avoir accepté notre invitation et de répondre à quelques-unes de nos questions aujourd'hui sur ce plateau. Merci, M. Floride. C'est un plaisir pour moi d'être reçu par vous dans cette émission que j'ai l'habitude de regarder et je suis invité. Et donc, c'est vraiment un très grand plaisir de me retrouver face à vous. Merci beaucoup. Enjeux politiques actuels, processus électoral, aspect sécuritaire, gouvernance et appréciation critique. Nous aurons dans cette émission votre analyse. Alors, ce qui m'intéresse d'abord, c'est votre mouvement. Vous appelez cela mouvement politique, Reprendre. Je l'ai dit à l'introduction de cette émission. La réinvention du Congo, mais vous faites une démarcation, une nuance entre mouvement politique et parti politique. C'est laquelle? Exactement. Alors, je vais en premier lieu commencer par essayer de brosser de façon laconique ce que le mouvement poursuit. Après, je vous dirai pourquoi ce n'est pas un mouvement politique. Oui. Enfin, ce n'est pas un parti politique. Exactement. Vous savez, à l'accession de notre pays à l'indépendance, on a eu l'impression tout de suite après que le pays est né avec une tare conjoncturelle, une tare originelle qui consistait à reproduire les codes coloniaux, mais également dans un mimétisme institutionnel qui a plongé le pays dans un cul-de-sac qui jusqu'aujourd'hui n'a pas encore été résolu. Et donc, je trouve que c'était bien normal parce qu'il n'y avait pas assez de compétences à l'époque. Mais justement, parce qu'il n'y avait pas assez de compétences, on ne pouvait pas copier le système colonial. Pourquoi j'ai dit on copiait le système colonial? Si vous regardez la façon dont les institutions avaient été organisées, mais également les animateurs, on avait une élite qui marchait dans les traces du colon. Et c'était tout ce qui avait été fait par les colons, c'était pour l'intérêt de la colonisation. Du copier-coller. Du copier-coller. Oui. Et Lumumba l'avait dit, il dit nous devons reconstruire notre indépendance. C'est l'un des pères de l'indépendance de notre pays. Et dans sa lettre à Pauline, qui est un testament politique que Reprendre essaye de mettre en pratique, qui n'a jamais d'ailleurs été mis en pratique. Dans le testament politique, il dit « Notre indépendance a été transformée en une cage, d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. » C'est exactement, nous sommes devenus comme des cages, comme des objets ou des animaux dans une cage. Et imaginez-vous tous les cirques que l'on donne à travers le monde. Et c'est jusqu'aujourd'hui. Ça continue jusqu'aujourd'hui, parce que si vous regardez la façon dont le pays est gouverné, mais nous avons maintenant l'élite qui faisait le mimétisme institutionnel est remplacée par une classe politique, permettez, qui est totalement en putréfaction. Et de par le fait même, vous avez une élite prédatrice qui transforme, n'est-ce pas, la gouvernance en un temple où on adore que les veaux d'or. En parlant du veau d'or, j'ai vu les intérêts et les chapelles des intérêts privés, au détriment de la jeunesse, par exemple. De la communauté. De la communauté, et particulièrement la jeunesse, parce que notre communauté est composée à plus de 80% essentiellement de la jeunesse. Et cette jeunesse est clochardisée, et il n'a même pas peur maintenant d'affronter les déserts, d'affronter les océans pour essayer de se créer un espace de bonheur. Et tout ça, les jeunes doivent comprendre que les responsables, c'est l'élite politique actuelle. En parlant de l'élite politique actuelle, je parle aussi bien de ce qu'on appelle aujourd'hui l'opposition et la majorité au pouvoir. Même si, dans les faits, le tout se ressemble, il s'agit de blanc bonnet et bonnet blanc. Alors pour vous, ça c'est l'histoire. Mais alors vous sortez de ces sentiers battus, vous proposez une autre approche que vous appelez Reprendre, réinvention du Congo. Exactement. Il y a point, enfin, pour moi, pour reprendre le mouvement Reprendre, il y a point de solution miracle que de reprendre. Reprendre, il ne s'agit pas de faire tabula rasa, n'est-ce pas, comme on dit en latin, faire table rase du passé, mais il s'agit de supprimer toutes les entités sans nécessité. De façon purement illustrative, je vais vous citer par exemple l'institution qu'on appelle le Sénat. Il sert à quoi dans notre pays, par exemple? À la deuxième lecture
Ça, je vous donne. Vous voulez me dire à la redondance. À la lecture des lois qui sont votées au niveau de l'Assemblée nationale. Et la Constitution dit, en cas de contradiction entre la lecture faite au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat, c'est celle de l'Assemblée qui prévaut. Qui prévaut. Et donc, c'est une institution redondante et qui est budgétivore pour rien. Ça, je donne juste un exemple au niveau institutionnel pour dire que nous avons voulu imiter les colonisateurs. Parce que chez les colonisateurs, il y a un Sénat qui est une institution de prestige, si vous voulez bien. Oui. Et vous savez, le Sénat est lié à la gérontocratie. C'est vraiment des personnes ayant un certain âge. Mais actuellement, chez nous, le Sénat ne sert à rien. Vous voyez, au Sénégal, par exemple, c'est une institution qui a été supprimée. Qui appartient désormais au passé. Oui. Parce elle est tout simplement inutilement budgétivore. À part celui-là, à part cet exemple-là, quel est l'autre exemple concret que vous pourriez donner? Un autre exemple concret que je donne, je suis expert en décentralisation. Expert en décentralisation, expert en passation de marché public, écrivain aussi, vous l'êtes? Et je suis écrivain également. Oui. Je vous cite par exemple des chefferies. Vous dites que nous accédons à la modernité. Nous avons notre post-colonialité qui prône, qui dépasse même, qui prône la post-modernité. Mais vous faites cohabiter ces institutions pratiquement manichéistes. Vous avez les entités territoriales décentralisées que sont la ville, les secteurs et la commune. Oui. Mais à côté de ça, vous avez des chefferies. Mais écoutez, comment vous allez diriger une chefferie qui fonctionne sous un format monarchique avec des institutions démocratiques? Parce que nous avons le principe de la redevabilité qui est l'un des grands principes de la décentralisation. Vous n'allez pas demander des comptes. Ça ne peut pas marcher dans une démocratie moderne. Dans une démocratie moderne, ça peut pas. C'est vraiment un manichéisme très destructeur. Et ça, vous le dites en tant qu'expert en décentralisation. Je le dis en tant qu'expert en décentralisation, et vous pouvez le voir. Si nous avons beaucoup de blocages aujourd'hui, vous avez des plaintes qui remontent de la part des chefs coutumiers, mais également qui sont en conflit avec, par exemple, des administrateurs des territoires et même des chefs des secteurs. Parce que si les élections qu'on a actuellement, dernièrement, nous avons eu des élections locales, mais ça s'est limité au niveau communal, encore que ce sont juste certaines communes. Mais lorsque nous allons descendre jusqu'au niveau des chefferies, ça veut dire toutes les entités territoriales décentralisées, on sera buté à ces problèmes-là. D'ailleurs, les problèmes auxquels on fait encore face avec beaucoup de fragilité, c'est d'avoir un chef coutumier qui est un monarque. En fait, ce sont des royaumes. Le Congo, n'oubliez pas, a été créé par la mise en commun de plusieurs individualités. Et donc, ceci constitue à la fois une erreur et qui montre que la Constitution n'a pas été rédigée de la plume des Congolais et même de leur pensée. Laissez-moi vous dire une dernière fois pour dire que je ne suis pas contre la chefferie, tout ce qu'on appelle les chefs coutumiers. D'ailleurs, c'est une erreur de dire que chefs coutumiers parce qu'on les lit seulement une certaine coutume, encore qu'on se demande s'il s'agit de quelle coutume. Je ne suis pas contre, mais aujourd'hui, les chefs coutumiers devraient être des autorités de prestige. On en voit en Afrique du Sud, qui sont très avancés en décentralisation. On en voit au Sénégal, qui est un pays également avancé en décentralisation, mais aussi au Mali, par exemple, où la décentralisation est très avancée. Oui, on va ouvrir cette parenthèse en rapport avec les questions liées à la décentralisation. Alors, pour vous, quand on regarde l'histoire et le fait que vous ayez décrié que l'élite congolaise aujourd'hui marche sur les tares de la colonisation, comme vous l'aviez dit, quel est votre modèle privilégié? Est-ce que faut-il un État fédéral décentralisé ou un État unitaire fortement décentralisé en tant qu'expert de décentralisation? Vous savez, j'avais lu tout petit Montesquieu, dans son œuvre Esprit de loi, beaucoup de juristes le connaissent. Il dit dedans, lorsqu'il arrive dans un pays, il ne se demande pas de savoir s'il y a des bonnes ou des mauvaises lois. Mais ce qui l'intéresse, c'est de savoir si ces bonnes ou ces mauvaises lois sont appliquées. On peut faire des envolées théoriques pour dire on va vers la décentralisation, on va vers le fédéralisme, mais tant que les principes ne sont pas appliqués, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et c'est ce que nous vivons. Nous sommes, soi-disant, dans la décentralisation, mais il n'y a aucun principe de la décentralisation qui est respecté. Par exemple, la fameuse rétrocession, la fameuse retenue à la source qu'on a transformée machinalement en une rétrocession.
c'est une entorse à la Constitution. Donc, chaque jour, on viole, et c'est un viol collectif. Prenons ce cas. Qu'est-ce que la Constitution prévoit pour les provinces, les entités décentralisées? C'est un vieux débat. Oui. Parce que nous sommes là dans ce qu'on appelle la décentralisation financière, n'est-ce pas? Oui. L'État a un certain nombre de compétences dans la collecte des richesses. On va dire la collecte des recettes et des impôts auprès des redevables. Et la Constitution, et à même la loi sur la loi financière, la loi LOFIP, la loi de finances, qui repartit la compétence au niveau de l'État central, enfin l'État au niveau du pouvoir central, mais également au niveau de la province et finalement au niveau des ETD. Chaque parti a les recettes qui lui reviennent, les recettes qui lui sont propres parce qu'ils ont une autonomie à la fois financière et administrative. Reconnue par la loi. Reconnue par la loi. Même si certaines mesures d'application sont pas encore prises. Oui. Et le modèle qui fonctionne très bien actuellement, c'est dans le domaine de la santé. C'est là où la décentralisation est vraiment complète, où vous avez dans les ETD où il y a les hôpitaux, on gère les hôpitaux à ce niveau local au lieu d'attendre une décision élastique qui viendrait du pouvoir central. Du pouvoir central qui généralement a des velléités à céder ce pouvoir qui est constitutionnellement garanti aux ETD et par exemple aussi à la province. Donc, parlons de l'autonomie financière dont vous parlez. L'autonomie financière, c'est par rapport à la gestion des finances publiques locales. Oui. Vous voyez, par exemple, au niveau des provinces, les provinces ont leur gestion des finances publiques locales, ils ont leurs taxes propres et ils peuvent décider, selon la loi, parce qu'il y a une assemblée là-bas, un organe consultatif, un organe de régulation qui est l'assemblée qui contrôle, n'est-ce pas, l'exécutif provincial. Et au niveau des ETD, des communes, nous avons également un organe délibérant qui est à peu près l'équivalent ou le diminutif de l'Assemblée, mais on l'appelle, c'est un organe délibérant et ce n'est pas quand même une assemblée aussi. Là également, il y a des lois, enfin des décisions, des résolutions qui sont prises pour la gouvernance au niveau local. Mais parce que si l'on commence par la pyramide renversée, par contre, si l'on commence par la pyramide renversée à partir de la décentralisation, on n'aboutira pas. Mais il faut partir de la base pour que le sommet ait les mains libres pour gouverner facilement. Alors, est-ce que le découpage territorial, aujourd'hui, nous sommes avec un format de 26 provinces, est-ce que cela a permis de renforcer, à votre avis, la décentralisation ou cela a fragilisé complètement ce processus? Mais je peux vous dire, comme observateur et avoir pratiqué la décentralisation, évidemment, que la façon dont cela a été conçu au Congo, mais ça a fragilisé complètement l'unité nationale. Parce que vous avez des créations comme ça, des identités nationales qui se replient de telle sorte que chaque entité territoriale décentralisée, je ne me limite au niveau des provinces, où, Monsieur Floride, vous ne pouvez, je ne connais pas votre province, mais par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller candidater comme député si vous n'êtes pas originaire. Ce qui est contre l'esprit, si vous lisez les préambules de la Constitution, et même la Constitution qui dit que le Congolais peut s'installer partout en RDC. Mais ça, c'est pas au niveau des lois. Ce n'est pas au niveau des lois, mais c'est la mentalité que cela a créée. Ok. Parce qu'il n'y a pas eu une bonne explication en amont. Et donc, au niveau des... Mais de ce point de vue-là, Mobutu l'avait réussi. Ben, écoutez, on était dans un... Même si nous étions encore en un format qui n'était pas de 26, même Mobutu l'avait réussi parce qu'il y avait dans des provinces, à la tête de la province, des nouveaux originaires. C'est pas originaire. Oui. Exactement. Et même dans la décentralisation que je prône avec beaucoup d'experts en décentralisation que nous avons, il y a une sorte de tautologie, une sorte de pléonasme, n'est-ce pas, des institutions ou de décentralisation, d'autonomie, lorsque on veut que la province soit autonome, politique, mais également les entités territoriales décentralisées. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a un chaînon manquant et qu'il y a le grain de sable dans l'engrenage. Les provinces, comme ça se passe dans beaucoup de pays qui ont pratiqué la décentralisation depuis longtemps, les provinces ne devraient pas être des entités décentralisées. Les provinces ne devaient pas avoir l'autonomie politique et administrative. Ne devraient pas? Non. Elles devraient plutôt avoir une autonomie limitée, par exemple, mais pas jusqu'à faire élire les gouverneurs. Parce que ceci rend notre décentralisation très dénaturée. En fait, c'est écrit décentralisation. Beaucoup disent décentralisation. Alors, comment les gouverneurs devraient-ils être élus? Ils devaient être nommés. Nommés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nous dit que nous sommes dans un État à forte décentralisation, ça, ce n'est pas juridique. Il n'y a pas un mode de gouvernance qui s'appelle, ou un mode de gestion qui s'appelle
décentralisation ou très fortement décentralisée. Nous sommes carrément dans un fédéralisme qui ne dit pas son. Mais en quoi la nomination changerait la donne? La nomination changerait la donne dans la mesure où, je donne un exemple simple. Oui. Nous sommes dans la ville de Kinshasa qui a le statut de province. La ville de Kinshasa est composée de 24 communes qui sont elles-mêmes autonomes. Oui. La loi, par exemple, la loi minière dit, lorsque l'exploitation minière est effectuée dans une entité territoriale décentralisée, je prends l'exemple banal, par exemple Kalamou, Oui. cette commune-là bénéficie de 5% des chiffres d'affaires de cette société. Vous savez, les sociétés minières sont des grosses sociétés. Oui. Dans le cadre de la responsabilité sociétale. Exactement. Oui. Alors, comment la commune va prendre cette manne financière, cette redevance financière, alors que Kinshasa, qui est province, donc l'hôtel de ville, n'en prendrait pas. Ils ont le même territoire. Lorsqu'on a subdivisé la ville de Kinshasa en 24 communes, donc en 24 entités territoriales décentralisées, la ville de Kinshasa, la province, devient vidée, si pas vide. De ses moyens. De ses moyens. Et donc, ça fait une sorte de chevauchement, un enchevêtrement d'idées qui, dans la réalité... Si je vous comprends bien, vous faites partie de ceux qui prônent aujourd'hui la révisitation de certaines dispositions constitutionnelles. Exactement. Je suis parmi ceux qui prônent la révisitation, d'ailleurs beaucoup. Vous savez, cette constitution est un compromis des belligérants. Oui. C'est un compromis des belligérants. Il avait fait son temps et il était important en son temps. Et maintenant qu'on évolue, la constitution doit également évoluer. Mais vous le voyez dans un point de vue de développement qui est différent des acteurs politiques. Non, qui est différent, très différent des acteurs politiques. Qui est différent des acteurs politiques. Et donc, pour revenir sur les acteurs politiques, j'espère qu'on va y revenir encore une fois de plus. Quand je vous parlais de la putréfaction de la classe politique, exactement, qui peuvent rebondir, n'est-ce pas, sur ce genre de considérations pour essayer d'avoir des intérêts politiques. Et c'est ça qui nous tue parce que la classe politique actuelle ne voit que les petits chapelles d'intérêts qui les concernent. Et c'est une petite élite comme ça qui a transformé la gouvernance en une oligarchie qui ne dit pas son nom. Et vous avez un noyau dur de personnes qui se succèdent et qui s'en mettent plein les poches, qui saignent à blanc les trésors publics. Et c'est la jeunesse qui en pâtit. Voilà. C'est contre cela, en fait, que nous nous révoltons. Je parlais avec des amis et au départ, on voulait s'appeler les mécontents. Les mécontents. Alors, c'est un mouvement des mécontents, exactement. C'est un mouvement des mécontents intellectuels qui n'a rien à voir avec les velléités institutionnelles, enfin, je veux dire sécessionnelles que nous... D'accord, c'est bien compris. En quoi vous êtes différent d'un parti politique alors? On est différent des partis politiques parce que le parti politique, il y a un statut de parti politique. Peut-être qu'à la longue, on sera un parti politique, mais on ne le souhaite pas. C'est un mouvement des pensées, un mouvement des réflexions. Je me rappelle, à l'époque de l'esclavage aux États-Unis, dans les Amériques, il y avait Marcus Garvey qui avait lancé un mouvement Come Back to Africa. Ce n'est pas un parti politique, c'est juste un mouvement de pensée qui a besoin de l'adhésion d'un certain grand nombre d'intellects pour faire avancer les choses. Et c'est ça que nous mettons un peu... Mais la configuration politique aujourd'hui fait que ce sont les acteurs issus des partis politiques qui jouent éventuellement des rôles au sein des responsabilités politiques. Nous sommes là pour les titiller. Nous sommes là pour leur proposer des choses, mais après, s'ils ne veulent pas prendre, nous allons insister pour les mettre mal à l'aise. Vous êtes un think tank ou bien vous êtes des mouvements? Non, ce n'est pas vraiment un think tank. Oui. C'est vraiment un mouvement, comme je l'ai dit, ça reste comme ça. Ce n'est pas un mouvement citoyen, mais c'est à peu près comme ça. Oui. Mais c'est un mouvement du type... c'est un mouvement politique. Un mouvement politique qui prône la reprise. Donc, un peu de mots, notre pays est à reprendre, carrément à recommencer. Alors, quel est le contenu que vous donnez dans Réinvention du Congo? Alors, la réinvention du Congo, concrètement, part d'abord de la Constitution, mais également de certaines habitudes. Vous savez, il y a certaines choses que nous pouvons changer du jour au lendemain sans payer un seul rond. C'est ce qu'on appelle le changement adaptatif. C'est un changement qui ne requiert pas que l'on prenne une nouvelle loi. C'est un changement qui ne requiert pas qu'on mette des fonds, mais c'est un changement qui requiert simplement un changement d'habitude. Je ne parle pas de mentalité, je parle d'un changement d'habitude. Concrètement, prenons des exemples de la vie en société. Prenons les exemples de la vie en société. Par exemple, si chacun payait son impôt foncier, la ville de Kinshasa
Aurait des moyens. Aurait des moyens. Pour sa politique. Et des millions plus que certains États. Oui. Il aurait un budget colossal comparé même à certains États de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, le paiement de l'impôt foncier, il est sélectif, visiblement. Non, il n'est pas sélectif. Il est tout simplement embrigadé par, je l'ai dit, par la classe politique putréfiée qui crée la résistance de la part des contribuables. Parce que je ne voudrais pas, moi, payer un impôt s'il n'y a pas la redevabilité. Si vous payez un impôt, les gouvernants il y a un principe vraiment là, de la redevabilité. C'est-à-dire l'amélioration de mes conditions de vie. Mais surtout avant de dire que nous avons collecté l'impôt foncier de telle période à telle période et voici les montants. Et nous allons en faire ceci et nous allons en faire cela. C'est ça. Et lorsque les parlements, l'Assemblée provinciale va élaborer par exemple le budget, il va faire, actuellement beaucoup de gens privilégient le budget participatif. Oui. Il va faire participer la population. Je ne dis pas que ce sera une démocratie directe où chacun aura son mot à dire, mais les leaders de certains coins, de certains regroupements vont donner le besoin, les priorités de leur coin et remonter au niveau de la ville. Comme ça, nous vivons une vie que nous méritons. Mais en Europe, par exemple, j'ai appris qu'il y a certaines communes qui ont leur propre budget et qui peuvent mettre en place des projets de développement dans la commune. J'étais en Allemagne, je venais tout dernièrement de Berlin et il y avait, j'étais pas sur place, mais je suivais à la télé allemande qu'il y a une commune qui est d'ailleurs ce qu'on appellerait ici une commune rurale. Il s'agit d'une préfecture vraiment dans le village. Dans les faubourgs. Vraiment très loin oui. du centre-ville, oui. qui ont fait un excédent budgétaire pendant plusieurs années et qu'ils cherchent quel pays aider parce qu'ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Une commune rurale. Une commune rurale. Allemande. En Allemagne. J'ai oublié le nom, je crois, c'est un nom un peu compliqué, voyez-vous. Mais non, nos communes ont également cette autonomie. Mais nous n'avons pas cette volonté, c'est la classe politique. Notre pays est malade de sa classe politique. Mais les communes, une fois qu'ils collectent de l'argent, c'est renvoyé à l'hôtel de ville. Mais c'est une erreur. Normalement, non. La commune n'a pas à renvoyer l'argent à l'hôtel de ville. C'est une grosse erreur. Je le discutais une fois avec des gens. Mais parce que c'est bizarre que le gouverneur, il est élu, et le bourgmestre n'est pas élu et qu'il a peur que le gouverneur le suspende. Encore que dans la loi, le gouverneur ne peut pas suspendre ni nommer un bourgmestre. On marche sur la tête. On ne respecte rien dans ce pays. Et on a transformé les antivaleurs en valeurs. C'est cela le mal de notre pays. La commune n'a pas à renvoyer ses recettes propres à la ville. Et la ville n'a pas à renvoyer ses recettes au niveau du pouvoir central. Niet. Mais il y a évidemment des problèmes de transparence au niveau des gestions, mais cela ne justifie pas que cet argent soit gaspillé et au niveau de la commune et au niveau du pouvoir central, parce que généralement, lorsqu'ils prennent cette direction, on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Alors, on a vu le combat d'Étienne Tshisekedi. Son combat politique a suscité l'espoir à voir que son fils avait finalement eu le pouvoir pour lequel ils se sont battus pendant plusieurs décennies et finalement ils l'ont obtenu. Quel est votre regard critique sur la gouvernance sous Félix Tshisekedi? Allez, merci. Les 5 dernières. Merci de m'avoir posé cette question. Vous savez, le fait simplement pour Félix Tshisekedi d'accéder à la magistrature suprême, comme on l'a dit au Congo chez nous, était une réussite et une fin en soi. Parce qu'il venait briser un plafond de verre qui, pendant longtemps, était en train de fonctionner comme un dôme, n'est-ce pas, au-dessus, une chape de plomb sur la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, Obama, lorsqu'il devient président de la République, c'est le premier noir où il a même crié un peu comme dans les écrits anciens, il dit « Nous voici maîtres là où nous étions esclaves ». Il n'avait pas encore gouverné qu'il lui a été décerné le prix Nobel de la paix. Pourquoi? Pour avoir simplement accédé. C'était inimaginable pour l'Amérique. Inimaginable pour l'Amérique. Oui. C'est exactement pour nous. C'est dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions après plusieurs gestions du régime militaire, parce que Mobutu, c'était un militaire, c'est un coup. Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir par un coup. Après, il s'est fait. Non, je parle d'Mzé Kabila qui a pris le pouvoir par un coup. Exactement. Et Kabila, Joseph l'a remplacé dans les conditions qu'on connaît. Il a dirigé. Même si les processus électoraux se sont poursuivis après. Mais après, vous avez Félix Tshisekedi qui arrive là et c'était une réussite. Oui. Après, en soi, c'est une réussite. Il pouvait partir en paix. Mais on attendait de lui la cerise sur les gâteaux. Cette cerise-là qui n'est jamais arrivée. Vous attendiez de lui quoi? On attendait de Félix Tshisekedi qu'il puisse agir en accord avec la
l'élan qu'il a emmené au pouvoir. Il a fait certaines annonces qui étaient fortes. Par exemple, lorsqu'il avait dit qu'il allait fermer tous les cachots. Par exemple, comme il avait dit, la liberté d'expression. Que je ferai du Congo l'Allemagne d'Afrique. Mais actuellement, vous y croyez, vous? Mais actuellement, non. Ce n'est pas une question de croire ou de ne pas croire, oui. mais c'est de confronter les faits à la réalité. Lorsque vous regardez dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de transport en commun. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque vous regardez, moi qui suis conducteur, je n'ai pas de permis de conduire. C'est tout le mandat passé. On n'a pas de permis de conduire. Je ne parle pas je ne vais pas au niveau macro. Je reste au niveau micro sur des petites choses. Des choses élémentaires. Qui rendent la vie de chaque jour facile. Oui. Par exemple, je parle du transport en commun. Je parle du permis de conduire. Je parle que pour la ville de Kinshasa, des feux de signalisation. Regardez comment on roule dans cette ville. C'est une pétaudière. Après, vous allez me dire, c'est la ville. Mais oui, mais l'instruction vient d'en haut parfois. Et donc, tout ça constitue une déception. Il constitue une plaie que l'on espère que le deuxième mandat de Félix va penser. Oui, alors dites-moi, à votre avis, pourquoi le président de la République, lors de son premier mandat de 5 ans, il a raté cet objectif au regard des espoirs qu'il avait fait susciter auprès du peuple? Je me répète, son accession au pouvoir était déjà une réussite, mais la cerise sur les gâteaux, oui. Les peuples d'abord, la cerise sur les gâteaux que je symbolise par... Mais justement, pourquoi il a raté les peuples d'abord, ce rendez-vous? Mais les décollages étaient vraiment ratés. Les décollages étaient vraiment ratés parce que il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, mais à mon avis, à première vue, d'emblée, je dirais que c'est encore une fois de plus la classe politique. Félix se trouve dans une classe politique putréfiée dont Kabila a souffert également. Kabila le disait qu'il a hérité la même classe politique. Il n'avait pas 15 personnes collaborateurs. Et s'il ne le dit pas, je pense qu'il a la même impression. Et donc, les pauvres, il est dans cette situation. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on peut multiplier les programmes. 145 territoires par là, on peut multiplier 0 trou. C'est du cotère sur une jambe de bois. Si on n'a pas repris les Congo, parce que les Congo est à reprendre. Il y a des fondamentaux qui doivent être repris, mais notamment, tout ce que vous dites est encore théorique. Il faut reprendre quoi? Il faut reprendre la manière de gouverner. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous assistons à une gouvernance artisanale. Artisanale. Une gouvernance artisanale. Je vous ai dit que je suis écrivain et j'ai un livre là-dessus. Oui. Ça va sortir quand ça va sortir. Mais en tout cas, j'écris sur la réinvention du Congo. Je ne vais pas donner le titre ici, mais en tout cas, le constat est qu'il s'agit d'une gouvernance artisanale. L'État... Il faut maintenant une gouvernance rationnelle. Il faut une gouvernance des situations. Je l'appelle une gouvernance situationnelle. Oui. Parce que la rationalité, il y a plusieurs, il n'y a pas qu'une seule rationalité. Oui, une gouvernance des situations. Une gouvernance des situations. Pareil pour la guerre. J'espère qu'on va aborder la situation. Pareil pour la guerre. Lorsque nous sommes dans cet état de choses, la gestion de la guerre, la chose militaire, qui est l'art militaire d'ailleurs, qui requiert certains principes, ne peut pas répondre avec une gouvernance artisanale. Il y a deux principes, notamment la logistique qui suit derrière. Et donc, tant que nous n'allons pas reprendre le Congo en remettant en place les fondamentaux qui se dédonnent complètement des codes coloniaux, eh ben, on va continuer à faire le surplace, on va faire le pas de porte et pied de grue, on va poireauter là et on va continuer à se plaindre. Et d'ailleurs, les différentes plaintes que vous voyez au niveau des dirigeants, ça montre, ça dénote l'impuissance que nous avons au niveau de la gouvernance. Alors, au niveau de la classe politique, je voudrais, excusez-moi, oui. Monsieur Floride, parler aussi, par exemple, le rôle que l'opposition devrait jouer. Oui. Vous voyez cette opposition qui se met à aboyer simplement lorsque ses intérêts sont mis en cause. Par exemple, en ce moment où il y a les enjeux, le gouvernement, il y a la guerre dans l'Est, mais vous ne trouvez aucun opposant qui amène un discours de nature à fédérer tout le monde. Parce que lorsque vous êtes dans un état de guerre, c'est comme un deuil. L'unité nationale est démise. Et on ne peut pas tolérer qu'il y ait des opposants qui ne parlent que lorsque leur intérêt, les enjeux, oui. Vous allez entendre lorsqu'on va chercher à élire le représentant de l'opposition, parce que là derrière, il y a de l'argent et ainsi de suite, et des honneurs. Vous allez les entendre, ils vont commencer à crâner dans les ondes et dans les chaînes de télévision. Alors, on parle de la nomination d'une femme à la tête du gouvernement, une première depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Alors, comment une femme experte dans le système des Nations Unies, où elle a travaillé au PNUD,
Comment faire que son passage puisse éclairer la gouvernance en RDC? En tout cas, M. Floride, il n'y aurait pas eu un meilleur choix que celui-là. Franchement, c'est l'un des meilleurs et l'un des rares meilleurs choix que Félix Tshisekedi ait posé depuis qu'il est à la tête. Pourquoi c'est un choix exceptionnel et meilleur pour vous? C'est un choix exceptionnel parce que Madame Toulouka, c'est comme ça elle s'appelle, a le profil. Elle a le profil, mais en même temps, le fait que ce soit une dame dans un pays qui n'est pas trop issu des systèmes politiques comme vous, comme pratiquement vous. Exactement. Oui. C'est pour ça que, en quelque part, je la considère comme une collègue. Oui. Et Madame Toulouka vient, et le fait qu'elle soit une femme ne va pas la dédouaner des possibles erreurs, mais le gendre n'a rien à voir avec ça. Mais simplement, ça vient ramener un nouveau parfum, n'est-ce pas? Parce que dans ce pays, on sait ce qu'est la femme. La femme, c'est un corps, c'est un corps qui est détruit par les viols, un corps qui n'a pas, qui est désacral, enfin, je veux dire, qui est déshonoré parfois par certaines coutumes. Oui. Et le fait de remettre la femme en l'honneur va faire en sorte que le pays puisse, dans un certain niveau, reprendre le poil de la bête. Mais maintenant, comment elle va réussir? Dans un environnement où la formation du gouvernement sera basée aussi des différentes personnalités issues des partis politiques, alors que généralement, les compétences congolaises ne sont pas issues de ces systèmes. Cela le piège. Si le deuxième mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, veut réussir, il va falloir une décision courageuse, n'est-ce pas? Par exemple. Pour se départir de certaines ornières politiques. Ces pesanteurs politiques. De certaines pesanteurs politiques qui ne mettent en avant, en exergue, que le fait d'être politique. Or, on le sait, le fait d'être politique dans ces pays est devenu tellement dévalué que ça ne correspond plus à rien. Voilà pourquoi je salue la nomination de Mme Toulouka. Le piège réside dans la composition de son gouvernement. Il va falloir mettre à sa disposition cette personne qui est en danger, qui est une espèce en voie de disparition, l'homme intègre. Ça, c'est une espèce en voie de disparition. L'homme intègre? L'homme intègre. Oui, quoi d'autre? Compétent. Et c'est ça qu'il va falloir. On doit, de la même façon que le président de la République a choisi donc il faudrait de Mme Toulouka, il va falloir que chaque ministre qui va être nommé, y compris jusqu'au vice-ministre, réponde de façon drastique et même qualité. À la même qualité. Sinon, nous aurons un exécutif à double vitesse. Et là, on va encore rater les décollages. Ça veut dire que même si elle est compétente, même si elle doit faire ses preuves, si elle n'a pas des collaborateurs compétents, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que lorsque le verre est dans le fruit, c'est fini, tout est pourri. Voilà. Alors, on parle un peu du processus électoral, donc aspect sécuritaire en République démocratique du Congo. Quand vous regardez le balai diplomatique qu'il y a eu au Rwanda et la manière dont ce pays et son président est caricaturé aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites par rapport à ça? Écoutez, d'abord, je n'ai pas à regarder au Rwanda. Je regarde au Congo et c'est la même attitude que tous les Congolais et nos dirigeants devraient avoir. Quelle attitude? On ne devrait pas lorgner chez le voisin pour essayer de se comparer parce qu'on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes priorités. Parce que le fait de lorgner chez le voisin en disant il y a le balai diplomatique, oui, c'est bien. Non, mais ce que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a eu génocide, mais en République démocratique du Congo, c'est l'un des génocides les plus cruels du monde. Mais pourquoi le Rwanda est bien vendu? Pourquoi il y a eu ce défilé militaire, défilé diplomatique au Rwanda, pas au Congo? Mais justement, je ne minimise pas, loin de moi, d'être négationniste pour nier les génocides qu'il y a eu au Rwanda. Ça nous émeut tous. Mais ce qui me meut de plus, c'est ce que même ce matin, avant de venir sur votre plateau, à Ituri, il y a eu des massacres. J'espère que le gouvernement et les départements, donc les ministères qui sont chargés de la sécurité, sont en train de compter les morts qui tombent chaque jour, mais également leur nom et dans quelles circonstances. Parce que la façon dont nous gérons notre histoire et nos morts est vraiment tout à fait différente dans le Rwanda, par exemple, gère ses morts. Donc, la gestion de notre histoire doit être à la hauteur de notre pays. Encore une fois de plus, je reviens à la classe politique. Est-ce qu'il y a une comptabilité aujourd'hui claire et nette
des personnes qui décèdent ou qui sont tuées chaque fois par les ennemis de la nation dans l'est du pays, que ce soit dans le nord Kivu, que ce soit dans le sud Kivu, avec leur nom, pour que peut-être... Qu'est-ce que la comptabilité va changer dans la situation? Ça va changer parce que nous allons honorer nos morts. Ça va changer. La comptabilité de nos morts n'est pas qu'une comptabilité macabre et que l'on doit éviter. C'est une comptabilité pour rendre honneur à chacune des personnes et de façon individuelle, si vous voulez individualiser, à ces personnes qui sont tombées parce qu'ils ont été Congolais. Parce que leur péché, c'est de s'être trouvé quelque part sur le territoire congolais. Et tous nos Congolais qui sont morts de l'une ou de l'autre façon dans cette guerre qui dure plus de 30 ans maintenant, on doit leur réserver une mémoire honorable. Pas une mémoire salie par des luttes des chiffonniers, pas une mémoire salie par des querelles byzantines, parce qu'à chaque fois que l'homme congolais parle politique, c'est des querelles sur les sexe des anges. Regardez, nos télévisions sont envahies par des personnes qui sont en train de dire « Eh bien, vous voyez Fachi, vous voyez celui-ci, vous voyez celui-là » et aucune idée proposée. Mais c'est justement à cela qu'on veut habituer notre peuple. Je veux bien. À chanter. Non, mais par exemple, à s'habituer à un langage ordurier, c'est une sorte de coprolalie. En psychologie, on appelle ça comme ça, où vous avez les gens et de l'opposition et du pouvoir qui ne viennent que pour tenir un langage ordurier, quel que soit le problème qu'ils tiennent. Je vous ai dit tout à l'heure que la politique était entre guillemets, un métier noble et qu'il n'y a pas de terme pour dire « je refuse » au-delà de l'inacceptable. Et ça s'apprend à l'école. Si vous demandez à un politicien de condamner un acte ou de gronder son enfant, il ne va pas lui dire « je vais te frapper ». Il va lui dire « c'est inacceptable ce que tu fais ». Et donc, je voulais simplement dire que la prise des paroles politiques et la prise des paroles publiques dans ce pays, que ce soit par l'opposition ou par les régimes au pouvoir, ce que j'appelle la classe politique, il s'agit d'une prise des paroles qui est vraiment très, on va dire, perverse. Alors, j'essaie un peu de voir toutes les initiatives dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo, notamment une éventuelle rencontre entre le président congolais et le président rwandais. Est-ce que ce serait bien voir la chose quand on sait que derrière le président Kagame se trouve la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne? Vous savez, ce que vit le Congo, c'est quand même quelque chose de très inédit et l'on ne devrait pas gouverner ce pays sans avoir lu l'histoire de ce pays. Je vais vous raconter, et c'est vraiment très triste, lorsque je vois certains opposants ou certaines personnes à la télévision en train d'encourager, n'est-ce pas, les rébellions. Nous sommes un pays où l'on devait avoir une loi, mais alors la plus drastique au monde, pour empêcher qu'il y ait des gens qui rejoignent la rébellion. La peine de mort. Parce que, la peine de mort. On va revenir là-dessus. Parce que nous sommes le pays qui en produit beaucoup plus des groupes armés. Oui. Nous sommes un pays qui est aujourd'hui... mais il semble que ce sont des groupes armés étrangers. Il y a des groupes armés étrangers et des groupes armés congolais. Oui. Mais nous ne devrions pas. Alors, je veux dire qu'il y a un écheveau inextricable des facteurs qui expliquent cette montée en violence et cette sorte de, allez, on va dire, de stigmatisation de la République démocratique du Congo par certaines puissances dans la mesure où on semble fermer les yeux. J'ai entendu le discours du président Macron qui disait, oui, quand la France a péché par omission ou par une sorte d'abstention coupable parce qu'il n'a pas assisté, il n'a pas pu empêcher le génocide du Rwanda. Oui. Mais nous disons la même chose, que nous ne voudrions pas des excuses, un repentir tardif de la France et de la communauté internationale. Maintenant, c'est le moment de mettre la main dans la pâte. C'est maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait? On soutient le pays qui agresse les Congos, on soutient certains groupes armés, je ne dis pas que ce sont des États directs, mais via des réseaux d'influence des multinationales qui pillent les Congos. Mais ces gens, quand ils pillent les Congos, ils trouvent des béquilles à l'intérieur, notamment la gouvernance artisanale, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Nous avons un code minier qui est vraiment l'un des meilleurs. Mais pourquoi il n'y a toujours pas de décollage? Pourquoi? Mais parce que le code minier permet de faire rentrer de l'argent. Oui. Mais ces sociétés n'ont pas prévu. On va me dire, oui, ça va dans l'effort de la guerre. Oui, mais ça ne suffit pas. Les dirigeants ne sont pas là pour se plaindre. Ils sont là pour proposer des solutions à la manière d'un père envers son enfant. Alors, un dernier mot avant de finir cette émission pour les millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Un dernier mot, malheureusement, on n'a pas vraiment balayé tous les sujets, mais vraiment, j'espère qu'on a pu apporter quelque chose. Un dernier mot, je voudrais tout simplement dire
que le Congo, lorsqu'il a été créé comme État, c'était pour répondre à un certain besoin, et les besoins étaient coloniaux. Alors maintenant que nous voulons répondre aux besoins du développement, aux besoins de l'épanouissement de la communauté et surtout de cette jeunesse, nous devons changer la manière d'agir. Nous ne devons pas permettre à ce que l'élite prédatrice puisse transformer les espaces des pouvoirs en des lieux d'enrichissement privé, Oui. parce qu'ils prennent en otage la République. C'est cet accaparement des richesses nationales, des richesses communes qui vous appartient à moi et aux jeunes qui nous regardent, qui est à proscrire. Et le jeune devait le comprendre. Être citoyen, c'est ça aussi. Ils ont des smartphones aujourd'hui. Ils lisent les informations. Ils doivent savoir qui est responsable de leur paupérisation, qui est responsable de leur clochardisation. Ils doivent le savoir. Et quand on a cette compréhension, comment on va agir en tant que citoyen? En tant que citoyen, on agit conséquemment et puis on ne vote pas pour n'importe qui. Conséquemment. Même si on n'a pas, parlé des élections. Oui, on va parler de ça de façon vraiment lapidaire, mais on ne vote pas pour n'importe qui. Il y a des gens qui n'ont pas voté pour n'importe qui. Mais la réalité, devant les urnes et les résultats, c'est pas ça. Mais voilà pourquoi moi je vous dis que ce pays, on dit qu'il a connu combien? 4 cycles électoraux, excusez-moi. Oui. Mais moi je pense que je vais être laconique. Je dis qu'on a connu pas 4 cycles électoraux, on a connu 4 cirques électoraux. Des cirques. Des cirques. Et le tout dernier que nous avons connu? Mais c'est cirque aussi. C'est un véritable cirque. Mais alors, je vais vous dire... Quels sont les éléments qui vous font dire ça? Les éléments qui me font dire, c'est la façon dont les élections ont été tenues et que le président de la République n'avait pas besoin de ça pour être président, vu la configuration de l'opposition, comment c'était. Le président Tshisekedi n'avait pas besoin de ça pour passer. Il devrait d'office passer, vu qu'en face, il n'y avait personne. Mais on a connu un cycle qui vient entacher. Mais nous, citoyens, face à ce cirque, ces 4 cirques électoraux, on fait quoi? On observe. Parce que si on dit le vin est tiré, il faut le boire. On l'a bu. Il faut rester vigilant. C'est pour ça que nous initions ces mouvements politiques qui s'appellent reprendre, parce que nous devons à la fois pour créer un réveil, reprendre les choses en main, mais également reprendre le Congo dans le sens de redémarrer le Congo. Enfin, je donne l'exemple de smartphone. Nous avons un pays qui est congestionné. Nous avons un État qui est dans un état presque cadavérique. Et d'ailleurs, je vous disais ici, si notre pays, notre État était un homme, il y a longtemps, il serait admis aux urgences parce qu'il est très malade. Et malade de qui? Malade de sa classe politique. Et lorsque vous avez un smartphone et qu'il bug, on fait quoi? On le redémarre. Merci beaucoup. C'est ça, reprendre. Maître Idriss Ghislain Okenge, merci d'être passé sur ce plateau pour discuter avec nous sur quelques-unes des questions politiques, même si nous n'avons pas eu le temps de tout épuiser. Je rappelle que vous êtes président et initiateur du mouvement politique Reprendre. C'est un mouvement qui prône la réinvention du Congo. Merci d'être passé sur ce plateau. Ben, c'est moi. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir.